Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons toutes les semaines avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, même l'été. Un numéro qui va être intéressant puisqu'on arrive à une période vraiment charnière. Les indices américains se portent bien, on est toujours sur des sommets historiques, mais on aborde une période charnière en termes de calendrier. On va aller voir ça en détail justement. On va aller faire un point sur le S&P et puis le VIX qui va me donner un petit coup d'accélération haussier la semaine dernière. On s'intéressera toujours aux volumes inhabituels, au ratio put-call sur les valeurs passées et donc sur les publications passées, et puis sur les publications à venir cette semaine. Il y a encore des publications intéressantes. Et puis on terminera par, comme toujours, par le cas d'école de Paul. Alors, avant d'entamer le programme de la semaine, je vous rappelle que le CBOE a fait confiance à l'Atelier des Options et nous propose d'organiser ses premiers webinaires sur le marché français, des webinaires gratuits bien sûr, et bien à partir du mois de septembre, donc 3 dates à noter au mois de septembre. Abonnez-vous donc à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options et vous aurez tous les éléments concernant ces webinaires, la date des rendez-vous et puis le contenu. Voilà, donc c'est intéressant de noter que bien une place de marché comme le CBOE fait appel à l'Atelier des Options, donc la première place d'options au monde, qui fait appel à l'Atelier des Options en France pour commencer ces sessions de formation. Donc évidemment, c'est un grand plaisir pour nous. On avait déjà travaillé avec Euronext, donc vous voyez qu'on est légitimé par ces grandes places de marché et c'est évidemment un grand plaisir et une grande marque de qualité pour nous et nous en sommes ravis. Alors, on commence avec le programme de la semaine. On va faire un focus sur le S&P, on ira voir le calendrier de la semaine en détail, quelques éléments intéressants encore cette semaine et puis à venir dans les 10 jours. Le S&P et le VIX, alors poudre qui peut, j'ai choisi un titre un petit peu provocateur cette semaine, volontairement. On n'est peut-être pas dans une configuration dramatique, mais peut-être un peu de pause. En tout cas, une pause qui serait légitime en amont de rendez-vous qui vont être assez denses dans les jours à venir. On va faire un point sur les stratégies. Juste après avoir vu le S&P, on arrive à 90,5% de stratégies gagnantes parmi celles qu'on vous propose depuis 24 semaines maintenant. On va regarder ça en détail. On va prendre à que les dernières, bien entendu. Et donc, un petit point là-dessus. Les ratios put-call, bien, la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé pour les stratégies proposées par Paul. On avait parlé d'Apple et de Cisco. Ça s'est confirmé, un Cisco très optimiste. Le ratio put-call, bien évidemment. Enfin, évidemment, non, mais en l'occurrence, le mouvement de baisse s'est mis en place. Encore une fois, le ratio put-call sur des niveaux et en plus des résultats est un élément vraiment intéressant qui nous aide souvent ces derniers temps. Et puis, on ira voir les publications aussi, les ratios put-call sur les valeurs à venir cette semaine. On va aller voir dans un instant le calendrier. Volume inhabituel, c'est la valeur C3 AI, donc, qui fait l'objet d'attaques. Tout manifestement n'est pas haussier sur l'intelligence artificielle à Wall Street et il y a un gros pari baissier sur cette valeur. On va aller le voir en détail. Et puis, on terminera par un bull put spread cette semaine. C'est la stratégie que nous propose Paul, qui a obtenu un taux de réussite quand on choisit bien ses prix d'exercice de 100% sur plus de 80 stratégies testées par le passé. On a un petit peu moins quand on prend selon l'agressivité. On va aller voir ça en détail. On commence donc par le calendrier et pour cette semaine, côté macro, des éléments intéressants avec mercredi les minutes de la Fed, donc le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Parfois pas grand-chose à en tirer, mais certaines fois dans le contenu, dans le texte, eh bien, les opérateurs voient plus de détails que ce qu'ils avaient pu détecter au cours du discours de Jerome Powell au cours de la dernière réunion. Donc c'est toujours un rendez-vous à surveiller. Jeudi, indice de la Fed de Philadelphie, modérément important. Et puis on aura les PMI manufacturiers sur août et ce sera, j'ai oublié de noter le jour, les PMI, ce sera cette semaine, je vérifie. Je vous le dis tout de suite. PMI sera jeudi aussi, donc autant pour moi, jeudi aussi les PMI manufacturiers et dans les services en août. Autre rendez-vous de la semaine, ça va être côté micro cette fois-ci. On va avoir Palo Alto qui publiera dès aujourd'hui, Baidu, donc un ADS, parce que c'est une valeur chinoise, mais elle cote à Wall Street. Baidu, technologique chinoise, donc qui est cotée sur le Nasdaq. Et puis mardi et jeudi,
dit, Home Depot et Walmart, je les ai mises dans l'ordre du risque, entre guillemets, puisque bien, on voit que sur Palo Alto, c'est équilibré, avec un ratio put-call qui est relativement équilibré. Hein. Sur Palo Alto, on a un ratio qui est à 0,66, donc c'est optimiste, mais pas complètement complaisant, pas euphorique. Donc on va aller jeter un œil sur le graphique de chacune de ces 4 valeurs, d'ailleurs, juste après. Ensuite, on aura mercredi Baidu. Baidu, là, le ratio put-call est plutôt quasiment équilibré. On est en début d'optimisme à 0,79. Ça reste relativement équilibré, mais en revanche, la configuration graphique peut être intéressante. On va aller jeter un œil dessus. Et puis, en revanche, c'est sur Home Depot et Walmart que là, on a des signaux particulièrement intéressants en termes d'excès d'optimisme, toutes les deux, puisque sur Home Depot, le ratio put-call est à 0,23, donc on est hyper optimiste. Il y a peut-être quelque chose d'un peu de prudence à avoir sur le titre, et puis on est à 0,37 sur Walmart, donc là c'est un peu moins euphorique, mais ça reste quand même très optimiste, donc on va aller jeter un œil sur les configurations graphiques de ces deux titres. Ils sont importants dans l'évolution de la santé économique, hein, ce sont des marqueurs de la consommation aux États-Unis, et donc attention à des contre-pieds ou des déceptions sur ces deux valeurs-là, donc qui publient mardi et jeudi respectivement. Dernier élément important de la semaine, ce sera le discours de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi prochain. Ce sera, je crois, à 16h heure de Paris, donc vendredi 22, en plein milieu de ce grand symposium de Jackson Hole, hein, qui a lieu à chaque fin de mois d'août, donc qui se tiendra du 21 au 23 août, et avec au milieu, au cœur de ce symposium, le discours de Jerome Powell. Or, on sait que Jerome Powell est susceptible, parfois, il ne l'avait pas fait l'année dernière, mais il y a 2 ans, d'être un petit peu moins complaisant, un peu moins, complaisant, un peu moins optimiste dans son discours, et il peut rappeler un peu les opérateurs à l'ordre. C'est ce qui s'était passé, ça avait produit quelques trous d'air il y a 2 ans de ça, pas l'année dernière encore une fois, mais donc ça peut être le moment pour remettre les pendules à l'heure pour Jérôme Powell, donc un discours qui sera évidemment très surveillé par les opérateurs. Puis on ne l'aura pas tout de suite, mais je rappelle que le 27 août, c'est la publication d'NVIDIA aussi. Donc on a toute une série de rendez-vous qui vont être importants dans les heures à venir, et une fin de mois d'août qui va être vraiment charnière. Alors on va s'intéresser tout de suite, comme toujours, au graphique du S&P que je vous affiche ici en hebdomadaire. Et même en mensuel, c'est pas très intéressant pour l'instant. Voilà. Hebdomadaire, eh bien, on a progressé la semaine dernière, encore une fois, sur la semaine 0,94% de hausse. En termes d'intérêt sur les marchés dérivés, mais on est arrivé à notre résistance, d'ailleurs, c'est 6477, je vous avais donné 484 comme cible, 6484, on est monté à 6481, 34, je réajustais un peu les ranges, on va aller les voir dans un instant. Sur la semaine, on progresse de 0,94%. Par rapport à l'échéance dernière, donc la semaine du 18 juillet, on a progressé de 2,43%, donc par rapport à l'échéance de la semaine du 18 juillet, et l'intérêt, la position ouverte a progressé légèrement, 1,17%. C'est dans le sens de la hausse, mais ça reste quand même très modeste, c'est ce qui nous rend un petit peu prudent. En revanche, pour le ratio put-call, eh bien, il y a un mois de ça, au moment de l'autre échéance, l'autre expiration donc du 18 juillet, le ratio put-call était à 0,70, il est remonté un petit peu, 0,79, donc on est optimiste, mais pas complètement euphorique du tout sur les indices américains, même si on arrive sur des points hauts. En journalier, sur le S&P, on va aller jeter un œil à la configuration. On a marqué un coup d'arrêt vendredi à 2 points de vue sur la tendance. Non seulement on évoluait au-delà d'une ligne de tendance haussière, on la voit bien ici, testé 1 fois, 2 fois, 3 fois ici, donc on avait bien une ligne de tendance haussière, et on l'a rompu vendredi en clôture, en formant en plus un petit avalement baissier. La bougie de vendredi a englobé celle de jeudi, et même celle de mercredi d'ailleurs, donc on l'a ouvert plus haut et on a clôturé plus bas. Petit signe de faiblesse en haut de marché, il n'y a rien de dramatique, d'où mon titre Poudre qui peut, mais vous comprenez que c'est plus à titre anecdotique pour l'instant. Ceci dit, on est allé chercher la grosse résistance qu'on avait fixée ensemble, 484 il y a quelques semaines déjà, depuis qu'on avait quitté le range que j'ai réajusté maintenant, 5881, 6215, j'ai décalé un petit peu les bornes, mais pour moi le nouveau range c'est 6201, 215 en borne basse, avec borne haute 6477, donc on a bien été chercher quasiment à 3 points près les cibles données précédemment. Maintenant il va falloir s'affranchir de ce niveau de 6477 qui devient le nouveau plafond de verre
pour aller chercher des extensions que vous avez ici, 514, 566, 615, 649, et puis j'ai même été chercher la duplication du range actuel, 6753. Pourquoi pas, si l'indice veut continuer à progresser, pour l'instant, encore une fois, la semaine est plutôt propice à une petite pause, manifestement. Donc, premier niveau d'alerte, c'est 6427. Dans ce cas-là, on reviendrait à l'intérieur du range, aller chercher les niveaux de support qu'on a là. L'alerte de court terme est lointaine pour l'instant, c'est 6215 points. Donc, je l'ai remonté un peu, hein, je l'avais mise à 6127, 128. Je la remonte d'un petit cran. Tant qu'on est ici, on est toujours haussier, bien entendu. On n'a pas de signaux de retournement pour l'instant. Au mieux, une pause sur le marché, mais un petit coup d'arrêt contre un niveau de résistance important à noter. Le VIX aussi a donné un petit coup un petit pic de stress. On voit que le VIX avait commencé à évoluer depuis quelques semaines on est en journalier, depuis quelques séances, pardon, en zone de complaisance, hein, depuis le mardi 12 août. On était passé sous le niveau que j'ai fixé comme niveau de complaisance arbitrairement à 14,75. On n'est plus en zone d'optimisme. Et puis, petit pic de stress, évidemment, le vendredi, lié au contre-pied. Et puis, à cette zone un peu charnière. Et on a ouvert avec un gap haussier sur le VIX aujourd'hui qui est en hausse de 4%. Donc, ce gap laissé ouvert avec un plus bas à 15,60, un plus haut à 15,10, donc entre 15,10 et 15,60 gap haussier laissé ouvert sur le VIX. Alors, est-ce que c'est le début de l'accélération à la hausse du VIX? On peut le voir comme ça, avec le débordement de l'oblique baissière qui avait bien fonctionné depuis le 4 août, maintenant à tester une fois, deux fois, trois fois. Donc on avait bien une oblique baissière et qui a été largement débordée en ce début de semaine. Donc peut-être un petit pic haussier dans ce cas-là, bien avec comme cible des niveaux de volatilité situés entre 18,93 et pourquoi pas 20,21. Donc attention au retour au-delà de 18,06 à la sortie du range de la zone d'optimisme, 14,75, 18,06. Pour l'instant, on reste sous 15,92, c'est canalisé. Est-ce qu'on va d'abord aller combler ce gap à la baisse et puis repartir ensuite, repartir en complaisance, ou est-ce que c'est le début aussi, je vous le rappelle, du comblement de ce large gap qu'on avait laissé ouvert en avril dernier, on en parle régulièrement, voilà, qui est ici, laissé ouvert en avril dernier et qui sera comblé, mais on n'a peut-être pas encore le timing ou l'échéance pour le faire. Pour l'instant, on est juste remonté d'un petit cran en volatilité. Maintenant qu'on a parlé du VIX, on va aller voir les ratios put-call de la semaine dernière et des éléments de stratégie. Paul vous a donné une stratégie haussière qui s'est bien terminée rapidement avec une stratégie qui a été rapide dans son gain. Ça arrive parfois. On l'avait commenté largement ensemble la semaine dernière. Le trade baissier qui termine avec une perte qui avait été proposée le 28, mais qui expire sans valeur, et donc on a conservé la prime reçue initialement par la stratégie. Donc c'est un tout petit gain sur la stratégie en question, mais un gain de plus. Donc on arrive à 19 trades gagnants sur 21 clôturés. Ça fait un taux de plus de 90% de réussite. On va jeter un œil d'ailleurs sur les stratégies qu'on a clôturées tout de suite. Je vous remets notre synthèse. On arrive à 90,5%, 21 stratégies clôturées sur un total de 24. Pourquoi 24 ? Parce qu'on en ouvre une nouvelle cette semaine, donc celle-là, elle n'est même pas encore ouverte, elle est déjà comptabilisée. On a 2 stratégies perdantes, et puis donc on va avoir 3 stratégies en cours. Je rappelle que sur le bear call spread en cours sur septembre et le bull call spread de fin août, eh bien, le Strangle a clôturé en finançant le bull call spread. Donc même si le bull call spread termine sans valeur, eh bien, il n'aura rien coûté du tout. Donc on a pour l'instant une stratégie qui au moins ne coûtera rien. On verra comment elle est clôturée, celle-ci, cette dernière stratégie qu'on vous a proposée ici. Et puis donc Apple, 2 stratégies gagnantes, même si l'une n'a quasiment rien rapporté, mais elle n'est pas perdante, elle a rapporté un petit peu la prime de départ. Pour ce qui est donc des valeurs à venir, on va aller regarder les autres. Ah oui, non, je voulais vous montrer Cisco. Cisco, Paul, vous avez mis en garde contre un ratio put-call qui était extrêmement optimiste. Vous allez l'avoir à l'écran dans un instant. Voilà Cisco, graphique mensuel pour commencer. Le titre avait buté contre une résistance majeure à 68,97 avec un sommet en pince d'ailleurs en mensuel, signe de fragilité. Et puis regardez la semaine dernière, le titre a formé un avalement baissier, donc la bougie de la semaine du 11 août a englobé totalement la bougie de la semaine précédente. On termine sur une baisse de 7,79% sur la semaine. Ratio put-call qui a été encore une fois utile. Une stratégie de couverture a été intéressante ou un
ou un Bercol spread par exemple, une fois de plus. Pour l'instant, l'enjeu c'est de repasser 68,97, on voit qu'on a baissé, et avec des volumes significatifs, un vrai coup d'arrêt dans la tendance sur Cisco, prochain support 63,60. On a dit qu'on allait regarder les différentes valeurs du calendrier de cette semaine sur lesquelles on avait des ratios put-call intéressants. Je vous les affiche tout de suite. On va commencer par Walmart dans le désordre. Walmart, le titre donc fait l'objet d'un ratio put-call qui est hyper optimiste, donc prudence. Il est affiché pour Walmart à 0,375. C'est pas le ratio le plus optimiste de la semaine. On est en journalier, je vais dézoomer un petit peu en hebdomadaire. On voit que le titre a buté pour la deuxième fois depuis donc, le mois de février dernier. On l'avait regardé ensemble, hein, déjà Walmart. Graphique que vous avez donc en hebdomadaire ici, a buté pour la deuxième fois sur le niveau de 104,50 la semaine du 4 août, et puis on n'arrive pas à repasser au-dessus, et on a un ratio qui est assez optimiste en haut de marché, même si on a déjà consolidé un peu la semaine dernière, hein, puisque le titre a quand même baissé la semaine dernière de 3,36%, donc dans cette zone de range, à mon sens, qui est 98,70, 104,50. Donc l'enjeu, c'est de sortir de ces bornes. Alors est-ce que ça va être par le haut ou par le bas? Le ratio put-call nous dit qu'il n'y a plus beaucoup de momentum haussier sur le titre, manifestement à court terme en tout cas. Donc on a bien consolidé. Gap baissier d'ailleurs ouvert en journalier le mercredi 13 août, donc un petit signe de faiblesse potentielle sur le titre, et peut-être un gap de rupture avec la tendance haussière précédente. Pour l'instant, rien de méchant, on est dans le range 98,70, 104,50. Est-ce qu'on va sortir par le bas de ce range et donc aller chercher idéalement une cible située à 92,60, donc au-delà du support à 91,65? C'est peut-être le scénario que donne de façon prioritaire le graphique et le ratio put-call. Mais encore une fois, ce vont être les résultats qui détermineront de la tendance. Si on réintègre le gap, eh bien, on a des chances d'aller déborder 104,50 et d'aller chercher la cible idéale suivante à 110,45. Donc entre deux eaux, avec déjà un peu de prudence sur le titre en ce début de semaine. Configuration suivante qui nous intéresse, on va aller regarder Home Depot. Home Depot qui est aussi pas loin de ses plus hauts. Avec un parcours haussier significatif. En revanche, on est en mensuel ici, on a un titre qui a un ratio put-call qui est à 0,23, donc hyper optimiste. On va zoomer en hebdomadaire. Vous avez Home Depot graphique hebdomadaire ici. Le niveau de 406,84, un niveau de résistance intermédiaire, a fait office de résistance. On n'a pas pu aller chercher les extensions et les tops à 431,62. On a peut-être un petit coup d'arrêt dans la tendance. Pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement. C'est plus ce ratio put-call qui invite à la prudence. On a buté après ce grand Marobozu du 13 août. Hein, on a buté contre cette résistance intermédiaire à 406,84. On peut peut-être la réajuster d'un cran, je vois d'ailleurs, à 407,20. C'est plutôt ça le niveau au plus juste. On avait laissé un gap aussi ouvert. Il a été comblé. Pour l'instant, on évolue, on ouvrirait dans cette zone de gap, attention, à des replis en direction peut-être de 384. Gros niveau de support à préserver. Donc peut-être juste un coup d'arrêt dans la tendance. Si on déborde 407,20 sur Home Depot, en revanche, là on repart à la hausse pour aller chercher au moins les tops à 431,62. Mais prudence manifestement sur un titre pour lequel tous les opérateurs considèrent qu'il est encore haussier. Titre suivant que nous voulions vous montrer, c'est Palo Alto. On le regarde souvent, un titre qui est très populaire à Wall Street. On avait évoqué souvent les résultats. Alors là, le ratio put-call est relativement équilibré. Hein. On a un ratio put-call qui est situé sur Palo Alto à 0,66. Donc c'est optimiste, mais on n'est plus tout en haut de marché sur le titre, qui bute en fait, on va dézoomer en mensuel sur Palo Alto, voilà, dans un range maintenant qui est calé dans un range depuis le mois d'août dernier, depuis un an, entre 167,30 et 204,60, un large range, mais le titre n'en sort pas, à part le trou d'air évidemment de la baisse marquée du mois d'avril dernier. Il l'a réintégré assez rapidement. Donc on est calé entre 167,30 et 204,60, plutôt en bas du range, avec un ratio qui est, encore une fois, modérément optimiste, 0,66. On n'est pas un ratio de 1, hein, on a plus d'options d'achat que d'options de vente, mais on n'est pas en euphorie. Donc peut-être un point d'entrée à jouer sur le titre, ou d'attendre un petit repli à 167,30 pour travailler la hausse et le retour en haut du range. On est sans tendance sur Palo Alto, et plutôt dans la borne basse du grand range, 167,30. Vous avez les niveaux intermédiaires ici. Évidemment, si on repasse 178,60, on pourra accélérer en direction de la borne haute du range. Donc
mitigé. Et là, le cas de figure qui peut être intéressant graphiquement, même si le ratio put-call n'est pas particulièrement excessif non plus, c'est Baidu qui a un ratio put-call un peu plus prudent à 0,79. Ça n'est pas extrêmement pessimiste, oui. À 0,78, on aurait préféré des ratios aux alentours de 1,15, 1,20 pour considérer qu'on est en pessimisme fort. Mais regardez ce titre, on va dézoomer en mensuel. Baidu qui a largement baissé depuis ses tops et ses sommets de février 2021, évolué sous une ligne de tendance baissière. Or, c'est cette configuration graphique qui m'intéresse particulièrement parce que là, c'est l'ADS, hein, c'est la reproduction du titre à New York, hein, c'est un titre chinois. Voilà, on a cette ligne de tendance baissière marquée par les points hauts de septembre 2023, l'ouverture de la bougie de septembre 2023 et les tops de octobre 2024 et mars 2025 qui permettent de former cette oblique baissière. Or, on s'en rapproche et puis regardez, on a arrêté de baisser depuis maintenant un an au-delà de ce support à 82,40 et on ne revient plus chercher la borne basse de ce biseau qui a été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici. Donc il y a une compression qui se forme et la préservation d'un niveau de support clé à 82,40. On va zoomer en hebdomadaire. On est donc sous cette oblique baissière et ce niveau de résistance intermédiaire à 94,39 qui peut être intéressant, dont le débordement marquerait la sortie de l'oblique baissière mensuelle qu'on a vu précédemment. On a même construit une petite ligne de tendance haussière marquée par une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc une petite ligne de tendance haussière qui se met en place depuis maintenant le mois d'avril dernier aussi sur Baidu. Donc c'est pas puissant encore, mais peut-être une compression qui pourrait être à surveiller pour une accélération haussière en direction d'une résistance intermédiaire qui est située à 190-105 et puis surtout une zone 113-40, 125-20 pour une réactivation haussière pour le titre. Donc on anticipe beaucoup sur cette configuration-là, mais à regarder, pourquoi pas, manifestement il y a un peu de regain d'intérêt, en tout cas une stabilisation sur le titre, et donc peut-être on est un peu en avance, mais ce ratio put-call nous invite à vouloir peut-être travailler un petit risque haussier. Maintenant, sur les volumines habituels, on a cette valeur donc dans l'intelligence artificielle que personnellement je ne connaissais pas, mais ce n'est pas un problème. C'est toujours ça qui est intéressant avec les options, avec les marchés, c'est d'aller chercher des titres. Or, on a un opérateur qui a manifestement fait un pari relativement baissier. Donc le titre c'est C3 AI, C3 AI, graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux ici. Je vais dézoomer en mensuel pour commencer. Un titre qui est donc évolue dans un range 17,82-42, un large range, mais depuis maintenant avril 2023. Un titre qui donc a baissé nettement après son introduction en bourse, qui est stabilisé dans ce range, mais manifestement un opérateur qui a choisi une stratégie baissière courte, de court terme, puisque c'est une stratégie d'échéance la fin de la semaine à venir, donc du 22 août. Eh bien, il a ouvert 59 000 puts de prix d'exercice 17, donc un achat de put 17 et une vente de put 15,50 pour financer en partie cette stratégie. Ça fait un petit débit quand même de 23 centimes. Donc l'opérateur manifestement anticipe que d'ici la fin de la semaine, le titre va clôturer non seulement sous 17, mais le plus proche possible de 15,50, qui serait la stratégie gagnante maximale. En dessous, il serait gagnant toujours, mais pas plus. L'idée, c'est d'être un petit peu sous 17, puisque son point mort va être amorti par la vente de put, donc selon le débit de 23 centimes. Voilà, donc c'est quand même une stratégie de plus d'1 350 000 $ baissière sur le titre, qui a quand même bien rompu la borne basse du range 17,82-42, et avec un gros gap baissier la semaine dernière en plus hebdomadaire. Donc un titre qui a effectivement donné des signes de faiblesse et un opérateur qui a l'air de considérer que la baisse peut se poursuivre. Donc quelque chose à regarder de ce côté-là, et une petite stratégie baissière complémentaire, pourquoi pas, pour un titre qui a cassé donc un range important par le bas, avec en mire, pourquoi pas, si on reste positionné sous 17,82, la duplication de ce range avec un premier niveau de support intermédiaire, enfin majeur, mais à 11,20, et puis une cible majeure, la duplication du range précédent par le bas à 5,70. Ça, ce serait vraiment fort, mais pour l'instant, c'est le signal baissier qui est donné et qui est confirmé par ce bear put spread de strike 17 et 17,50 détecté par Paul pour vous. Et puis, on va clôturer donc cette semaine par une stratégie, comme toutes les semaines, sur le SPDR Gold Trust, donc l'ETF le plus traité sur l'or à Wall Street.
Vous avez ici le graphique en hebdomadaire et donc on vous propose cette stratégie de bull put spread sur le gold avec donc un taux de réussite selon les prix d'exercice choisis. C'est encore une fois, c'est libre à chacun selon son ratio risque-rendement et puis c'est la méthode que Paul a mise au point avec des points d'entrée ajustés en fonction donc de prix d'exercice et un niveau de sortie aussi qui est timé. Hein. Tout est systématique dans les trades proposés par la méthode de Paul dans l'atelier des options. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que nos formations sont ouvertes pour ceux qui veulent aller plus loin que le niveau de formation qu'on propose gratuitement sur la chaîne YouTube. Eh bien, les formations sont ouvertes et les stratégies proposées clé en main par Paul sont disponibles dans cette formation, de même qu'un module d'analyse graphique pour ceux qui veulent aller plus loin et savoir comment travailler, comment appliquer ces méthodes graphiques aussi. Donc, le cumul des deux vous semble être un bon compromis pour optimiser ses investissements. Toujours est-il que sur le SPDR Gold Trust, eh bien, on vous propose ce bull put spread. Donc, encore une fois, plus on va être proche du prix d'exercice, plus on va encaisser de primes. Donc, plus le prix d'exercice va être haut, plus on va encaisser de primes, mais plus on prend le risque d'être perdant sur la stratégie ou d'être assigné. On va protéger cette stratégie quand même en cas de forte baisse par un achat de put qui va se trouver en dessous, plus bas que le niveau de vente. Notre point bord va se situer donc entre la vente de put et l'achat de put. Donc, ça laisse un petit peu de marge complémentaire. Et vous avez donc le risque, si le SPDR Gold Trust termine sous le niveau de vente de put et au-dessus du niveau d'achat du put, d'être assigné et donc d'être acheteur d'or. L'intérêt avec la stratégie, c'est que si on veut acheter de l'or un peu moins cher, ben on a cette possibilité soit de bénéficier d'une stagnation et d'une légère hausse de l'or, on sera gagnant sur la stratégie par définition tant qu'on est au-dessus du niveau de vente de put, soit si l'or baisse, eh bien de l'acheter un peu moins cher puisqu'on aura financé, on aura une stratégie donc créditrice qui va nous permettre d'acheter l'or moins cher et puis de se retrouver positionné acheteur eh bien, en cas de baisse de l'or avec donc cette stratégie de bull put spread qui a obtenu, bien, selon les prix d'exercice, jusqu'à 100% de réussite sur 85 trades testés. On arrive à des ratios qui sont jusqu'à 94% sur d'autres éléments. C'était aussi une question d'échéance, hein, c'est une stratégie qui est de moyen terme, c'est pas sur l'échéance la plus courte, c'est une stratégie de moyen terme. Donc voilà, tout ça est lié encore une fois à une méthodologie, un niveau d'échéance bien déterminé et puis des prix d'exercice qui sont choisis avec un ratio risque-rendement qui est encore une fois backtesté par le passé et qui permet eh bien, d'obtenir des statistiques favorables. Donc bull put spread, on vend le put, on achète un put plus bas pour protéger la stratégie et le risque est donc maîtrisé grâce à cette stratégie. Or, vous voyez que sur le SPDR Gold Trust, on évolue au sein d'un possible triangle symétrique. Je dis possible parce que je n'ai pour l'instant que 2 bornes en haut et 2 bornes en bas, même s'il semble bien déterminé. Donc, il y a une compression sur l'or qui, donc, bien, pour l'instant, stagne. Bien, la stagnation et le fait de rester au-dessus du prix d'exercice est favorable à cette stratégie aussi. La sortie par le haut, par définition, aussi. Et le risque, encore une fois, c'est si on est sous le prix de la vente de put, de se retrouver à signer et donc de devoir acheter le sous-jacent avec une limite qui est fixée par la borne basse, l'achat de put. Attention, donc si on rompt pour cette semaine la borne basse du triangle, donc ce niveau intermédiaire à 300,85, dans ce cas-là, eh bien, l'or pourrait baisser et aller chercher le SPDR, aller chercher une cible qui est située à 284,05, qui est un gros niveau de support, 284,05 pour la semaine, donc sortie par le bas qui pourrait renvoyer à ces niveaux-là. Encore une fois, ça permettrait d'acheter l'or un peu moins cher que ses cours actuels. Pour l'instant, pas de sortie de cette congestion. Voilà les différents éléments que nous voulions vous proposer pour cette semaine qui va être intéressante et dense. Vous pouvez toujours nous retrouver sur le site de l'Atelier des Options et vous abonner à notre newsletter, vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, je vous en remercie. Pensez à activer les notifications et puis n'hésitez pas à liker, à partager ce contenu bien sûr et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi des vidéos. On est toujours ravis d'interagir avec vous et de répondre à vos questions ou d'essayer de faire évoluer ce contenu. Excellente semaine à toutes et à tous.